Bon, j'en ai mis du temps à sortir la prochaine vidéo, mais bon, GTO se méritait de prendre du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, GTO, quand on le regarde, on rigole. La deuxième fois, on commence à réfléchir, et la troisième fois, la plus importante, on capte enfin ce que l'auteur essayait de nous dire depuis le début. Moi, la première fois que j'ai vu GTO, c'était avec mes deux grands frères. À une époque où je comprenais pas grand chose au monde, ils m'ont montré GTO. Je devais avoir max 12 ans, 11 ans, et honnêtement, je regardais ça juste pour les grimaces d'Onizuka et ses conneries, qui étaient très marrantes. Sauf qu'avec les années, en le revoyant plusieurs fois, un truc a changé. C'était plus le même manga. Enfin, si, c'était le même, mais moi j'avais enfin l'âge de comprendre. Aujourd'hui, je vais vous parler de GTO. Pas juste vous ressortir une liste de scènes cultes, ça laisse. Je veux comprendre pourquoi l'histoire d'un ex-motard qui devient prof de collège a fini par éduquer toute une génération. La mienne et peut-être la vôtre. Pour comprendre GTO, il faut d'abord comprendre son auteur. Rien dans cette œuvre n'arrive par hasard. Toru Fujisawa, né en 1967 à Hokkaido, gamin déjà à fond dans les mangas, il dessine ses premières histoires dès l'école primaire. Un élève moyen, plutôt dissipé, sauf en art par contre, c'est là qu'il a son déclic. Après le lycée, en montant un fanzine avec des potes, c'est juste une bande dessinée faite par des amateurs. Et là, à ce moment-là, il se dit qu'il pourrait peut-être devenir mangaka. Ses débuts sont loin d'être fulgurants. Sa toute première série, Love You, en 1989, passe complètement inaperçue. La suivante, Adesugata Junjo Boy, s'arrête au bout de 4 tomes. Pas très fulgurant comme départ, mais rien qui laisse deviner qu'il va, quelques années plus tard, créer un des personnages les plus populaires du manga. Le vrai tournant arrive en 1991, avec Shonan Junai Gumi, chez nous traduit à Young GTO, une série de 31 tomes sur deux loupards de Shonan, Ekichi Onizuka et son pote Ryuji Danma, qui cherchent surtout à perdre leur virginité et se faire un nom dans le quartier. Alors oui, dit comme ça, c'est un peu brut et un peu maladroit, mais Fujisawa pose déjà ce qui va devenir sa marque de fabrique, des personnages hyper caricaturaux en surface, mais avec une vraie profondeur en dessous. Après 5 ans et 31 tomes, la série s'essouffle, et là, Fujisawa fait un pari qui avait rien d'évident. Il reprend son personnage Onizuka et le place là où on l'attend le moins, pas dans un lycée à faire le con, dans un collège, en tant que professeur. En 1997 démarre Great Teacher Onizuka dans le Weekly Shonen Magazine. Le succès est immédiat, vraiment, au point que la série remporte le prix Kodansha du manga dès l'année suivante et grimpe direct en tête des ventes de l'époque. 25 tomes jusqu'en 2002. En 2004, GTO avait déjà dépassé les 37 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Est-ce qu'on se rend compte à cette époque ce que c'est? 3 ans plus tard, en 2007, ce chiffre grimpe à 50 millions en circulation. De quoi placer GTO directement parmi les mangas les plus vendus de l'histoire. Alors bien sûr, ce n'est pas Naruto One Piece, mais quand même, rendez-vous compte que 50 millions en 2007, de quoi placer directement parmi les mangas les plus vendus de l'histoire. Ce qui est fascinant, c'est la méthode de Fujisawa. Il théorise pas ses histoires depuis un bureau, il observe ses amis, ses assistants, les gens dans le métro, la télé, tout. GTO n'est pas né d'une envie de faire un manga à message, bien au contraire. C'est né d'un regard très concret sur une jeunesse japonaise en souffrance. À une époque où le harcèlement scolaire et le décrochage explosent au Japon. Et c'est justement dans le tout premier arc de la série que ça se voit le mieux. Bon, si on devait retenir un seul passage dans GTO pour comprendre toute l'œuvre, je pense que le tout premier arc est justement parfait. Parfait pour introduire tout ce qui va se passer par la suite. Onizuka débarque dans sa classe, tombe quasi immédiatement dans un piège tendu par une de ses élèves. Elle va jusqu'à l'accuser publiquement avant d'avouer que ce qu'elle supportait plus, c'était pas lui, c'était l'ambiance pourrie chez elle, la distance avec sa famille. Et c'est là que ça se joue vraiment. On aurait pu se contenter de grands discours de Onizuka et hop, on passe à la suite. Sauf que non, il parle beaucoup, ça c'est vrai. Et par contre, quand il faut vraiment faire quelque chose, quand il faut agir, il agit. Je suis professeur stagiaire. Je m'appelle Ekichi Onizuka, j'ai 22 ans. Et ce soir, j'ai décidé de rendre visite aux familles de mes élèves. Vous, un professeur? Vous mentez. Vous n'avez rien d'un enseignant. Professeur! Arrêtez! Où est-ce que vous allez? Vous êtes réellement le professeur de Nanako? Non! Je vous interdis! Arrêtez-vous! Je vais appeler la police! Ça doit être là. Arrêtez! Dites-moi, vous êtes vraiment le professeur? Mais vous allez m'écouter, oui? Mais enfin, je vous parle, répondez! Nanako! Nanako, c'est celui-là? Le mur que tu ne supportes plus, dont tu m'as parlé. Oui. Nanako! Allez-vous nous dire ce que vous voulez à la fin? De l'argent? Il n'y en a pas ici. Alors, allez-vous-en! Arrêtez, vous êtes fous! Pourquoi faites-vous ça? Vous êtes complètement taré! Vite! Il faut appeler la police, tout de suite! Nanako! Sors de cette chambre! Nanako!
il détourne jamais le regard du problème. C'est un détail qu'on capte pas forcément au premier visionnage, on est trop occupé à rire, mais c'est en général au deuxième, voire au troisième passage sur l'œuvre qu'on réalise ce que Fujisawa était en train de poser dès l'intro. Le contrat moral de toute la série. Onizuka ne sera jamais un prof parfait, jamais un modèle de vertu, mais c'est quelqu'un qui agit quand ça compte vraiment. Ce choix de mise en scène dès le premier chapitre donne toute sa dimension à ce qui va suivre. C'est pas un hasard si autant de lecteurs et de spectateurs des années après se souviennent d'abord de cette scène d'ouverture comme le vrai point de départ de GTO. C'est grâce à cette scène-là, c'est grâce à cet arc-là qu'on aime Onizuka, ou du moins on commence à l'aimer. GTO aborde sur ses 25 tomes une liste de sujets qui fait pas du tout rire. Le suicide lié au harcèlement, le harcèlement lui-même, la fugue, le mensonge, la trahison, la violence, la relation prof-élève. Rien que sur le papier, il y a de quoi faire un manga sinistre. Et pourtant, ce qui frappe le plus, c'est pas la gravité de ces thèmes en soi, plein de mangas tranches de vie les traitent. Ce qui frappe, c'est la manière dont Onizuka se comporte avec ses élèves. Comme je le pense, pour moi, la différence avec GTO et tous les autres tranches de vie, c'est la manière dont le personnage principal, Onizuka, montre la relation qu'il a avec ses élèves. C'est ça qui fait, selon moi, la différence avec les autres tranches de vie. Pas tant le sujet du harcèlement qui reste en tête après. C'est la manière dont un adulte, dans cette fiction, choisit de se positionner face à des gamins cassés. Onizuka a aucun pouvoir particulier. Alors oui, par contre, il résiste à certaines choses très louches. Des balles dans le corps, il se vide de son sang, un bras gonflé au gaz, mais il risque sa carrière pour protéger une élève harcelée. Et surtout, il tient jamais rigueur à ses élèves de leur pire coup tordu contre lui. Peu importe la crasse qu'ils lui ont fait, c'est table rase à chaque fois. Il cherche pas à être craint, ni respecté, ou même juste obéi. Il cherche coûte que coûte à devenir quelqu'un qui compte pour eux, un ami avant d'être une autorité. C'est un renversement assez radical de la figure du prof, surtout dans le Japon des années 90, là où l'institution scolaire attend de la discipline et de la distance. Onizuka fait l'inverse total. Il défend des élèves insultés ou mis à l'écart, parfois par d'autres membres du personnel eux-mêmes. Et c'est sans doute pour ça que tant de spectateurs aujourd'hui adultes disent que GTO les a éduqués. Beaucoup d'entre nous sont passés un moment de leur scolarité par une forme de moquerie ou de mise à l'écart, venant parfois d'adultes censés nous protéger. Voir un personnage de fiction refuser catégoriquement de laisser ça arriver à ses élèves, c'est un côté réparateur, même par procuration. Ce que GTO propose au fond, c'est un rêve d'enfance très précis. Celui d'avoir eu ne serait-ce qu'une fois un adulte comme Onizuka sur son chemin, une figure idéalisée, probablement impossible dans la vraie vie, mais une figure qui a fini par inspirer, au sens propre, des vocations. On trouve aujourd'hui des enseignants qui, notamment sur les réseaux, citent Onizuka comme référence dans leur façon d'aborder leur métier en cherchant cette proximité avec les élèves plutôt que la distance hiérarchique. Esprit trop étroit, Kanzaki. Je peux comprendre que tu ne fasses plus confiance aux gens. Mais du passé, il faut faire table rase. Tu ne trouveras pas le bonheur dans cette voie-là. Il faut fermer la boucle pour en ouvrir une autre. Alors arrête de faire ta tronche à pain. Rigole, éclate-toi. On est jeune qu'une fois. Après, ça passe plus vite qu'on le voudrait, crois-moi. Allez, Kanzaki, je t'ai entendu pleurer. Maintenant, j'aimerais te voir sourire. Ok, c'est bon. J'ai un jour posé la question à mon frère, si tu devais choisir un seul anime pour éduquer quelqu'un, ça serait lequel? La réponse a été directe, GTO. Et je le comprends. GTO, lui, met le prof au centre de tout. Et c'est précisément cette bascule de perspective qui change tout. On regarde pas juste les ados qui souffrent de l'extérieur, on suit un adulte qui décide activement de rien laisser passer, on s'identifie pas aux victimes, on se surprend à espérer, nous aussi, qu'un Onizuka croise notre route. Et si vous voulez des preuves concrètes de ce mécanisme, allez voir ce qui se passe avec des élèves comme Yoshikawa ou plutôt Urumi Kanzaki. Deux arcs très différents, presque aux antipodes l'un de l'autre, mais qui racontent exactement la même chose dans GTO. La confiance se gagne jamais par la parole seule, elle se gagne par la preuve. Je vous laisse la surprise de découvrir comment. Bon, assez parlé de sujets qui peuvent déprimer, autant s'amuser un peu. Maintenant qu'on a parlé de sujets un peu fâcheux, comment on peut parler de GTO sans parler de son humour? Vraiment, qui prend une place énorme dans la série. Les grimaces d'Onizuka sont devenues des mèmes iconiques. Je pense qu'on peut les trouver de partout sur internet. Le running gag autour du directeur, du sous-directeur, pardon, avec sa fameuse cresta. Non mais vraiment, l'un des meilleurs running gags, tout animé confondu, je suis désolé, continue de faire sourire des années après. Cette voiture qui prend cher tout le temps quand Onizuka s'en approche, c'est devenu un personnage de la série. Une bonne partie de cet humour tient aussi de la VF elle-même. Les expressions inventées ou adaptées pour coller au personnage sont devenues cultes chez les fans. Mais vraiment, qui jure par Elvis, à part Murai dans GTO? Vraiment, mais c'est trop marrant. Uchi Hamada et ses formules absurdes, les tics de langage propres à Onizuka. Ce travail d'adaptation distinct du simple doublage a largement participé à ancrer ces répliques dans la culture populaire française autour de l'anime. Mais il y a une question qu'on peut légitimement se poser aujourd'hui. Cet humour-là, il aurait encore sa place s'il sortait maintenant? Alors oui, vous allez me parler de GTO qui est sorti sur Netflix il n'y a pas si longtemps que ça. Mais là, je parlais par exemple plutôt d'une suite. Si on devait adapter la suite de GTO, est-ce qu'on pourrait la faire avec le même humour? En fait, GTO joue énormément sur la vulgarité, la provocation, un rapport à la sexualité assez
louches, des situations qui frôlent régulièrement l'inconvenance. À une époque où à peu près tout sujet peut devenir sensible, où les codes de la comédie ont pas mal évolué, une partie de cet humour ferait sans doute grincer des dents s'il débarquait aujourd'hui pour la première fois. En toute honnêteté, je vous donne mon avis. Je pense que si on devait sortir une suite pour GTO ou alors peut-être refaire quelque chose du même style, ça ne passerait pas. En tout cas, avec le même humour, ça ne passerait pas aujourd'hui. Pourquoi? En fait, comme je l'ai dit juste avant, les codes ont changé. Tout peut devenir un peu sensible, tout peut devenir un drama. Une partie de cet humour ferait sans doute grincer des dents s'il débarquait aujourd'hui pour la première fois. Comment parler de la VF si je ne peux pas citer cet homme, cette légende en France dans le doublage, Benoît Dupac. La VF a pas juste accompagné le succès de l'anime chez nous, elle y a contribué de manière presque décisive. Et ça, on le doit juste à Benoît Dupac, la voix française d'Onizuka. Dupac, c'est pas un débutant. Formé en art dramatique, passé par le théâtre aux côtés de pointures comme Robert Hossein ou Michel Serrault, il bascule progressivement vers le doublage dans les années 90 avant de décrocher en 2003 le rôle qui va le faire connaître d'un public beaucoup plus large, Eikichi Onizuka. Depuis, il a prêté sa voix à des dizaines de personnages, Shadow dans Sonic, Glenn dans The Walking Dead, Luigi dans le film Super Mario, mais c'est toujours à Onizuka qu'on l'associe en premier chez les fans d'animation. Le boulot qui a été fait sur les vannes, l'intonation, sur les tics de langage, c'est un niveau en tant que doublage en VF qui a jamais été atteint. Je pense que si je devais vous citer une seule VF à regarder, à écouter plutôt, je pense que ce serait là. Aucune ne peut s'asseoir à sa table, je la trouve vraiment dingue, donc peut-être probablement la meilleure perf de doublage français, honnêtement. Dupac lui-même a dit qu'il serait ravi de reprendre le rôle si une suite sortait un jour. Mais bon, si une suite sortait un jour, preuve que, encore, l'alchimie avec le personnage a marqué autant le comédien que nous, le public. Impossible aussi de parler de GTO sans parler de la musique. L'anime tourne sur 2 génériques d'ouverture. Driver's Eye par Arc-en-Ciel pour les 7 premiers épisodes. Hitori no Yoru de Porno Graffiti pour le reste de la série. S'il y a un ending qui reste gravé dans la mémoire collective des fans, c'est bien l'ending Last Piece, interprété par Kirari, accompagné des 17 premiers épisodes, est resté pour beaucoup le générique de fin de GTO, au point d'être considéré comme légendaire dans le milieu. Les deux autres endings qui suivent, Shizuku de Miwako Okuda, Cherry Shed Memories du groupe The Hong Kong Knife, n'ont jamais tout à fait eu le même impact. GTO s'est resté loin d'être un simple succès de niche, 25 tomes tout en haut des ventes au moment de leur sortie au Japon, 50 millions d'exemplaires en circulation dès 2007. GTO a construit un vrai univers autour d'un seul personnage. L'anime, 43 épisodes diffusés au Japon entre juin 1999 et septembre 2000, débarque en France sur Canal+ en 2004. À ça s'ajoute un drama télévisé et un film en prise de vue, réel avec l'acteur Takashi Tsurimashi dans le rôle d'Onizuka. Un rôle qui reprendra encore des années plus tard, preuve que le personnage a jamais vraiment quitté la culture populaire japonaise. Et l'héritage dépasse largement le divertissement. En prenant le contre-pied total de l'image du prof japonais traditionnel, autoritaire distant, Fujisawa a créé une œuvre qui continue d'être citée 25 ans après comme référence quand on parle de relations prof-élève dans la fiction. Le personnage a essaimé au point d'inspirer dans la vraie vie des méthodes d'enseignement qui cherchent à s'en rapprocher. Alors quand je repense à ce que je regardais gamin, juste pour rigoler devant Onizuka, je réalise que ce manga m'a donné, sans que je le sache, pour le moment, une certaine idée de ce que pouvait vouloir dire être là pour quelqu'un. Pas forcément parler, juste jamais détourner le regard et agir quand il le faut. Donc pour finir, personnellement GTO m'a vraiment appris beaucoup de choses. Il y a vraiment une seule chose que je retiens qui m'a vraiment touché, c'est la déconnexion. Le fait que quand on regarde Onizuka, il a ce moyen de tout relativiser. C'est-à-dire juste aimer, vivre sa vie à fond, pas avoir de regrets, pas pour autant faire n'importe quoi, mais juste les petits plaisirs de la vie. Pas la peine de paniquer, tout ça c'est du provisoire. Putain, le ciel il est d'un bleu. Essayez de pas changer de conversation. Et ça, dans le monde où on vit actuellement, ça vaut toujours du monde. Alors bien sûr, ce n'est pas GTO qui a fait que je pense comme ça, mais il a participé grandement à ce que je comprenne pas mal de choses sur ce qui nous entoure. Et je remercierai jamais assez cette œuvre d'avoir inculqué ses valeurs. Alors finir, on aurait tous voulu, ne serait-ce qu'une fois, un prof comme lui. Donc c'est peut-être ça au fond le vrai tour de force de Toru Fujisawa. Avoir transformé un fantasme d'ado en quelque chose qui continue aujourd'hui encore à nous rappeler ce qu'on attend vraiment d'un adulte censé nous accompagner.
Alors voilà, fin de vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Merci à vous d'être arrivés jusque là. N'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner, à commenter et à liker. Ça me soutient beaucoup. Ça me donne de la force pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voulez voir par la suite. Dites-le moi dans les commentaires. Au moins après j'ai le temps de bosser dessus. Cette vidéo me tenait beaucoup à cœur. Je voulais vraiment la faire. Alors j'espère que vous a plu autant qu'à moi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.